C'est un véritable calvaire que nous avons vécu pour nous rendre dans la partie nord-est du pays, région qui était en fait en cette période de fin d'année. Routes défoncées, bitume complètement emporté, trous béants, c'est le décor qu'offre le trajet d'Abidjan à Transua, ville ivoirienne près de la frontière avec la République du Ghana. Transua. Après avoir salué les autorités administratives, nous avons entrepris de faire le tour de la ville. En fait, Transua est un très gros village qui semble mal supporter le poids de son élection en chef-lieu de département, tellement tout manque dans la localité. On y compte cependant quelques services de l'État, tels la brigade de gendarmerie et un centre de santé dont la seule sage-femme éprouve d'énormes difficultés à faire face aux nombreux problèmes. À l'hôpital de Transua, à la maternité, personnellement, on a un problème de personnel. Je n'ai pas de filles de salle, d'aide-soignante. Et l'hôpital n'est pas clôturé. Ça cause un problème avec les parents de malades qui viennent à tout moment, qui rentrent, qui sortent. Quand on leur demande d'attendre, c'est compliqué, ils ne comprennent pas. Faut toujours être en train de leur expliquer, de parler. Ceux qui comprennent, le comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, je pense que c'est parce qu'on veut les empêcher de voir les malades. Or, souvent, le malade a besoin de repos. Sur l'établissement d'enseignement secondaire, le lycée municipal accueille les jeunes gens, filles et garçons de la région. À un peu moins d'une dizaine de kilomètres de Transua, le village de Priti à Incro nous souhaite la bienvenue. Chef-lieu du canton Awassou, Priti dispose d'une église, d'une école primaire au milieu de ses nombreuses maisons, dont la plupart sont construites en terre cuite. L'approvisionnement en eau potable des habitants est assuré par l'unique fontaine du village et malgré la présence de poteaux électriques, Priti n'est pas encore connecté au réseau national d'électricité. Intronisé de façon solennelle le 19 mars 2005 à Priti à Incro, Nana Obengo Kwaku Ignace est le 6e chef du canton Awassou, à Duanua, à Enefie. Né le 31 juillet 1963, Nana Obengo obtient le baccalauréat série C avant d'entrer à la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan, d'où il sortira avec la maîtrise. Attiré par le métier des armes, il est accueilli par la célèbre école militaire Saint-Cyr en France,
puis par plusieurs autres écoles à Montpellier et au Maroc. Nana Obeng est actuellement commissaire lieutenant-colonel à la garde républicaine de Côte d'Ivoire. C'est cet homme à qui nous rendons visite qui va nous faire partager sa parfaite connaissance et sa maîtrise du canton Aïnifié, son accession au trône et l'histoire du royaume Bron. Le royaume Abron est subdivisé en 5 provinces. Et les 5 provinces qui sont la province Ahinvié, c'est dans cette province qu'on choisit le roi des Abrons. Ensuite, vous avez la province Penango, la province Akidom, la province Fumassa et la province Angobia. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes de la province Ahinvié. Et dans cette province Ahinvié, nous avons le canton Awassou, à Duana Ahinvié. Et c'est de ce canton-là que nous avons eu le 14e roi des Abrons, du nom de Nana Tandate. Nana Tandate Kouman, parce qu'il y a eu le premier, le fondateur même du royaume Abron, c'était Nana Tandate Ier. Donc Nana Tandate est issu du canton Awassou. Il était à Priti. Ensuite, il est allé à Dablayo et il a fondé le village de Diasempa, non loin d'Amanvi. L'héritage chez nous, en général, le trône appartient à la femme. Et c'est plusieurs familles qui héritent. Donc quand le trône arrive dans votre famille, si vous n'acceptez pas, souvent vous êtes banni. Et généralement, c'est le fils aîné de la femme qui prend le trône. S'il arrive qu'il est invalide ou bien il est incapable, on revient soit au petit frère, ainsi de suite. Dans mon cas, le trône était arrivé au niveau de ma mère. Et comme je suis le fils aîné du garçon, nécessairement, il fallait que moi je prenne le trône. Mon grand-père paternel, il était chef de village, le chef du village de Tronchua. En fait, du côté de mon père, je suis Pinango. Et le papa de ma maman aussi était chef de village. Donc, quelque part, je savais déjà à quoi j'étais destiné. Nana Obeng s'est-il inspiré de l'un de ses prédécesseurs dans le choix de son nom de règne? Tous mes prédécesseurs ont posé des actes et ont conduit ce peuple jusqu'où nous sommes. Donc, j'étais face à un dilemme. Qui choisit? Ressembler à qui? Parce que j'ai de l'admiration pour tous ceux qui m'ont précédé. Je me suis dit, dans ces conditions, je viens en plus de mes prédécesseurs et faire comme eux ou mieux que eux, compte tenu des circonstances actuelles de la vie. L'objectif que je poursuis, c'est surtout l'entente au niveau d'abord de notre canton, parce qu'aujourd'hui, avec la modernité, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à la culture. Donc je voudrais qu'on retienne de moi un chef qui a pu faire l'unité du canton. Un chef qui a pu rassembler tous les habitants du canton autour d'un idéal qui est la culture. Aimer sa culture, parce que moi, intellectuel, si j'ai pu accepter et je suis là en tant que gardien du temple, c'est pour permettre aux autres de savoir qu'on peut aller à l'école et s'intéresser à sa propre culture. Et retenir de moi, si les moyens le permettent, un chef qui pousse son peuple à bâtir. Ce qui nous amène aujourd'hui dans le village de Priti n'est rien d'autre que la fête des Ignames, fête culturelle par excellence du peuple Bron. La fête des Ignames, c'est culturel. Aujourd'hui, c'est ce qui réunit pratiquement le peuple Bron. La fête des Ignames est l'occasion pour tous les villages Bron de refaire leurs toilettes. C'est aussi le moment où les populations font les emplettes en vue d'être prêtes le moment venu.
On apprête les ustensiles qui vont servir pour les différents repas. Tandis que les salons de coiffure et de couture font leur plein de clients, chacun tenant à être le plus beau possible. Il faut préciser que l'igname est le tubercule le plus important des Brons et sa récolte continue de faire l'objet d'une grande fête dans tout le royaume. Cela peut paraître anachronique en ce 21e siècle, mais bien des raisons justifient de telles célébrations. En effet, partis du village d'Assam-Kessé au Ghana vers le milieu du XVIe siècle, à cause de la guerre que leur livraient les Ashantés, les Brons séjournent à Dorma au Ghana. Là, ils fondent un royaume sous la conduite de Nana Tandate. Ils arrivent à Bondokou, où ils sont accueillis par le chef Akomi des Nafana. Mais les relations des Brons avec leurs hôtes seront conflictuelles. Ainsi, les Brons feront la guerre aux Nafana et les soumettront à leur autorité. Ça se passe sur 3 jours, c'est un tridium en fait, c'est associé. Généralement, nous commençons le mercredi, le jeudi et le vendredi. C'est l'apothéose, c'est ce jour-là même qu'il y a la cérémonie de purification et autres. Le mercredi déjà, toute la cour, tous les notables se réunissent et puis bon, on procède au règlement de certains litiges, à la succession, ainsi de suite. Bon, pour essayer de donner un peu de consoler ceux qui ont perdu des parents et leur trouver des successeurs. Parce que chez nous, on dit en général, quand un fromager est déraciné, il y a un autre fromager qui pousse à la place. Donc, si quelqu'un tombe, nécessairement, il faut son remplaçant, donc son successeur. Et c'est à ce jour-là, tout le monde se réunit, et puis bon, on désigne publiquement le successeur. Bon, s'il y a quelques litiges, on essaie de régler pour passer à l'étape, parce que nous devions rentrer dans la nouvelle année, il ne faut pas garder des choses. La découverte de l'igname se situe sous le règne de Nana Kofi Kossounou. Il s'est rebellé contre les Ashantis en 1752 et a fait la prise de Bouna. Lorsque l'igname fut découverte en période de guerre, tout le peuple était en proie à la famine. Il fallait beaucoup de courage et d'audace pour consommer ce tubercule mystérieux dont personne ne savait s'il était comestible ou vénéneux. Nana Kwaku Fieni du village de Gendé s'est porté volontaire pour goûter et consommer le premier ce tubercule. Pendant 40 jours d'observation, l'on parvint à la conclusion qu'il n'était pas vénéneux, mais au contraire très comestible et très nourrissant, car Nana Fieni non seulement était en vie, mais il était en très bonne santé. Ainsi, tout le peuple Bron fut autorisé à consommer ce tubercule. L'igname va donc sortir les Brons de la famine, leur sauver la vie et surtout servir de ciment fort pour tout le royaume. La fête des ignames aujourd'hui s'articule autour de 3 jours. Elle commence toujours un mercredi pour connaître son apothéose le vendredi. Le lendemain, jeudi, c'est là que vous allez assister à ça. C'est là qu'il y aura le don du bois de chauffe. Vous voyez, ce n'est pas fortuit. Dans le passé, les maisons, il faisait froid. Donc le souverain, même les vieilles personnes, avaient besoin de bois de chauffe. Donc le souverain, à cette période, on doit lui offrir du fagot qui puisse tenir une année pour se réchauffer. Donc il ne doit pas manquer de feu dans la cour. Il est à noter que le feu ne doit jamais s'éteindre dans la cour du souverain. C'est la raison pour laquelle les sujets du chef, de même que toute la cour, doivent lui apporter du bois pour se réchauffer. Le cas échéant, permettre à ses épouses de lui faire des repas ou lui apporter de l'eau chaude. Ainsi, tout le monde se sent concerné par l'approvisionnement du chef en bois de chauffe. Jeunes et vieux, hommes et femmes se font un immense plaisir
chacun de ramener son morceau au chef. Cela se passe dans une très belle ambiance et c'est à qui donnerait le morceau le plus gros, comme si l'on participait à un concours du bois le plus costaud. Personne ne veut rater cette occasion, pas même le député de la région qui y est allé avec son morceau de bois, accompagné par ses parents et sous les acclamations de la foule. Quand donner est une source de joie, cela donne forcément une belle coloration à la fête. Vendredi matin maintenant, toute la cour se réunit. Et puis bon, on part à la rivière pour la cérémonie de purification. Là, le souverain est porté dans un palanquin. Bon, parce que ce jour, le souverain ne doit pas marcher. Le vendredi est le point culminant de la fête. C'est le jour de la cérémonie à la rivière sacrée. Dès le matin, le palanquin dans lequel le chef sera porté est emmené sur la place publique. C'est au tour du roi d'arriver sur la place. Il est habillé dans ses plus beaux habits, drapé dans un pagne majestueux des grandes occasions. Avant lui, ont pris place sous les hangars déjà dressés des chefs venus d'autres villages du canton.
Venus prendre part à la fête, les autorités préfectorales vont saluer le chef de canton avant de s'asseoir elles aussi sous les hangars. Elles sont imitées par une bonne partie de la population qui en profite pour saluer Nana Obeng. Tout cela se fait sous l'œil vigilant de la reine-mère qui ne rate aucun détail de la cérémonie. Pendant ce temps, des coups de feu sont tirés, certainement pour éloigner tous les mauvais esprits ou pour décourager tous ceux qui, dans le monde dit des esprits, auraient des mauvaises pensées ou seraient contre la réussite de cette fête. Le moment est venu de se rendre à la rivière. Le chef est d'abord installé dans son palanquin. Il est porté par de solides gaillards qui doivent tout faire pour éviter la chute. Le souverain est donc porté dans un palanquin par son peuple qui scande des chants de joie, donnant la preuve que le chef est d'origine sacrée, car en ce moment précis, son pied ne doit pas toucher le sol. Il porte fièrement ses attributs et il est en communion avec les ancêtres. De temps en temps, debout dans son palanquin, le chef exécute des pas de danse au rythme des tam-tams en communion parfaite avec son peuple. L'autre fois, on le voit demander pardon pour toutes les fautes que lui ou l'un de ses prédécesseurs aurait commises par rapport aux mondes ancestrales.
Nana Obeng Kwaku Ignace, 6e chef de canton, est porté jusqu'à la rivière au son des tambours, du corps, des olifants, des chants et des cris d'allégresse. Le peuple est dans l'hystérie totale. Arrivé dans la forêt où se trouve la rivière sacrée, le chef descend du palanquin et on l'installe sur un tabouret à côté des autres chefs qui participent à la fête. C'est ici que l'on va procéder à la cérémonie de purification et des rites sacrés. Ce pagne que l'on déploie devant nos yeux signifie tout simplement que la cérémonie a lieu à l'abri des regards curieux. Nous en profitons donc pour nous renseigner sur la fête des Ignames. La fête des Ignames, ce n'est pas une légende, mais c'est une histoire vraie. L'origine, c'est qu'avant, les parents se nourrissaient de maïs et du mil. Et il y a un papillon qui a découvert l'igname. L'igname, lui, il l'appelle Patakou. C'est lui qui a été le premier à manger l'igname. Donc, l'igname, d'abord on l'appelle Dieu, parce que lui, il a dit Midi Mahet, qui veut dire je vais manger, je vais goûter. Je vais être le premier à manger ces fruits, si tu veux. Maintenant, si je ne meurs pas, nous allons vivre de ça. C'était la famille. Heureusement, il a mangé, il n'est pas mort, et le lendemain, il a mangé, et tout le monde a mangé après. La cérémonie à la rivière sacrée a pris fin. Une fois de plus, le chef sera porté pour le retour à la cour royale. Ensuite, les anciens et les notables se rendront dans les 4 grandes cours qui constituent les grandes familles représentatives du canton Awassou, à Duanois à unifier pour les libations et autres rites ancestraux. Ces rites marquent ainsi l'ouverture officielle de la consommation de l'igname dans le royaume Dron.
nane, oyo ni papa, epa, ona ni senana, oyo hele pa,